Le balado des ficelles est disponible partout depuis 7 ans grâce à votre soutien et votre encouragement, notamment via le Patreon qui dure seulement le temps du podcast, soit de septembre à décembre. Oui, puis il y a plusieurs paliers disponibles, fait qu'on vous invite à aller voir le patreon.com/ficelle pour découvrir toutes les contreparties, incluant la plus belle contrepartie qui est de venir assister à notre enregistrement devant le public de fin de saison pour l'heure de vérité. C'est le 2 décembre. Il reste 2 semaines pour vous inscrire. C'est la seule manière de vous assurer d'avoir un billet, fait que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci! Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Toto Tadatou, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer, je suis jamais capable de le dire one shot, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Cette semaine, on vous présente le combo confortable et le gloss Eros. Est-ce que on peut le dire pour les gens sur YouTube? Sur YouTube, c'est parce qu'on a oublié le jouet. Oui, on l'a pas, mais c'est pas un jouet. C'est pas un jouet, c'est ça. C'est des accessoires. Au montage vidéo, on va l'ajouter. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est peut-être une bonne chose. Oui, c'est peut-être une bonne chose. Il s'agit du kit de sexe oral idéal. Le confortable, en fait, c'est un spray pour désensibiliser la gorge lors de la fellation. Vous n'avez qu'à en mettre dans votre bouche et il aidera à ne plus avoir de gag reflex. Et il y a un warning quand même à utiliser avec parcimonie, car comme il gèle littéralement la gorge, faites attention de ne pas vous blesser, les chums. Pour ce qui est du gloss, il fera une sensation de picotement et de chaud-froid sur les parties génitales. On met pas de montage, je pense, on fait juste toi qui mime. Donc, il fera une sensation de picotement et de chaud-froid sur les parties génitales pendant le sexe oral. Eros vous suggère donc d'appliquer le gloss, d'embrasser les parties génitales de votre partenaire et ensuite d'aller mettre votre spray pour pouvoir donner une partie de sexe oral hors de ce monde. Mais fiez-vous surtout aux commentaires. Oui. Surtout le commentaire de Tite Face qui s'intitule « C'est cave, comment c'est bon ». Et là, je vous cite ça et je m'excuse à mes parents. Ma mère a décidé que c'est cet épisode-là qu'elle écoutait cette semaine. Wow! Je ne dirais pas que ça m'aide à aller vraiment plus loin, mais ça fait tellement de bave. Donc, ça va mieux et mon boy trip. C'est tellement bon aussi et ça vaut vraiment le prix. Il en reste encore pour plusieurs fois. On l'a pris 10 fois aujourd'hui et il en reste full encore. J'ai hâte de lui remanger le shaft confortablement. Écoute, ça peut pas mieux se faire. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter sur le combo confortable et le gloss. Vous n'êtes pas convaincu. On sait pas quoi vous dire de plus que ça. Mais bon, Emna, dis-moi, si ces accessoires érotiques étaient des candidats ou des candidates OD, qui seraient-ils? Écoute, on est attaché à tous nos jouets Eros, mais il y a quand même une raison pour laquelle il y en a que je repousse plus que d'autres dans la saison. Parce que je suis terrifiée. Voilà, mais celui-là, j'ai encore rien donné à Catel, puis c'est de elle qu'on va parler dans tout l'épisode. Fait que c'est à elle que je l'attribuerais. J'ai pas vraiment de meilleure raison que ça. À part qu'elle se met vraiment souvent du gloss. Fait que je pense qu'elle aimerait sûrement celui-là, qui semble sentir et goûter vraiment bon les fruits. Selon les Tite Face. Selon Tite Face. Et pour le spray confortable, semble-t-il qu'il laisse une très bonne haleine de menthe fraîche, selon c'est pas vrai, selon la description. Puis je me dis qu'après avoir mangé une bouchée de beurre en France en pensant que c'était du fromage, ça ferait peut-être pas de tort. Et voilà! Merci encore Eros et compagnie de soutenir les ficelles et de nous faire rire à chaque épisode. Vous pouvez utiliser le code promo ficelle 15 tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. Merci! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 20 novembre 2024, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Mexique. Nous sommes présentement au studio chez Denise. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour, Margot Chenier, allô, et moi-même, Amélie Faubert. Aujourd'hui, on revient sur les épisodes de la semaine d'Occupation Double en vous parlant du besoin d'espace dans les relations, de l'accentisme et des écarts d'âge. Bonjour Emna! Hello! Bonjour Margot! Allô!
Merci d'avoir invité merci d'avoir accepté notre invitation officielle. Moi, je dois admettre, j'en perds mes mots, que je suis vraiment un peu starstruck de te rencontrer dans la vraie vie parce que pour ceux et celles qui savent pas c'est qui, là, juste de même, là, qui la connaissent pas, Margot est rédactrice de contenu sexo, diplômée en études féministes et étudiante en cinéma, mais surtout son claim to fame, elle était jadis admin de la page Instagram, attention, un gars dynamique. Est-ce que, je sais pas si les gens qui nous écoutent s'en souviennent, mais c'était basically mon chum m'a décrit ça comme un babillard des pires profils de sites web de dating, de dude, un best of the worst perles. C'était mon emotional support page Instagram quand je datais encore. Est-ce que je le décris bien ou... Ouais, c'est pas mal ça. Je pense qu'à la fin, ça s'est rendu... Tu sais, ça a commencé un peu comme ça, puis je pense qu'à la fin, c'était vraiment... Ça tombait vraiment comme dans la dénonciation là, des violences, parce que là, je recevais juste ça. Je me disais, fallait que je les publie, tu sais, comme à un certain point. Mais oui, c'est une bonne description, un babillard des pires profils, j'aime ça. Mais bref, outre ça, Margot s'intéresse aussi à la régularisation des corps des femmes et des personnes queer, à l'instrumentalisation des violences sexuelles et sexistes, ainsi qu'à la mise en scène des expériences féminines au petit comme au grand écran. Bref, un match parfait avec les ficelles quand même. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à OD? Ben oui, certainement. Moi, j'ai vraiment commencé à écouter Occupation Double avec la nouvelle mouture classique, là, avec Jay et tout ça. Je pense que j'ai pas mal écouté toutes les saisons après ça depuis 2007. Je pense que j'ai manqué OD Afrique du Sud. Je pense que j'ai regardé, en fait, je viens de me souvenir, là. J'ai écouté le tapis rouge avec mes amis, puis je me souviens avoir tellement été dégoûtée par Kevin. Je pense vraiment que c'est ça qui est arrivé. T'allais dire Kevin! J'ai pas écouté Occupation Double Afrique du Sud, puis après ça, j'ai écouté toutes les autres saisons. Puis là, quand est arrivée la saison qui vient, la saison actuelle, moi, j'étais en Irlande, fait que j'avais pas accès aussi de nouveau. Puis là, je me suis dit, bon, là, je vais pas l'écouter celle-là, mais je vais continuer à écouter les ficelles parce que je suis super fan des ficelles. Puis là, finalement, comme avec le premier épisode, j'étais comme, faut que j'aille voir de quoi il parle. Fait que là, j'ai payé un abonnement VPN pour écouter OD. Le dévouement. Ouais. C'est ça. Fait que, c'est ça, j'ai quand même un bon rapport à OD. Ben merci vraiment d'être parmi nous. Emna, est-ce que tu veux nous lancer dans ton récapitulatif des faits saillants? Parce que là, on a enregistré comme pas bien la semaine passée, fait qu'on était dans la spéculation, mais là, on peut enfin en parler. Comme... Fait que c'est de plus en plus difficile de faire des résumés parce qu'il se passe 114 000 affaires le dimanche. C'est une bonne saison pour avoir payé un VPN. Oui, je pense que tu dois pas regretter ton VPN. Tout à fait. J'étais vraiment pas déçue. Fait que donc, il s'est passé plein d'affaires, mais c'était vraiment le Félix Show le dimanche. Là. Et toute la semaine, il a brassé aussi ses camarades avec ses déclarations sans filtre, pleines de vérité, genre qui croient pas tout au couple dynamique. D'ailleurs, pour ça, j'ai très hâte au vendredi OD. Je pensais jamais dire ça un jour. Parce que c'est sûrement là qu'on va savoir comment ça s'est passé, la cohabitation dans la maison des exclus avec le gars, avec Mick de Hick. Je pensais que tu allais parler de l'heure de vérité. L'heure de vérité va être croustifondante. Oui, l'heure de vérité va être croustifondante. Mais d'ailleurs, j'ai croisé M. Croustifondant au centre d'achat l'autre jour. Je faisais juste le plugger. Je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est M. Croustifondant. Moi, je pourrais même pas. Je me rappelle même non plus. J'aurais aucune idée c'est quoi ça fait. Il a jamais rouge, il a pas fait son entrée. Il a pas fait la cote. C'était-tu l'année passée? Oui, parce que c'est l'année passée qu'on appelait le segment Eros Croustifondant. En tout cas, tout est dans tout. Donc, Félix. Fait que dimanche, super longue délibération entre Félène et Alextina. Hein? Ça me fait toujours penser à Xtina, le surnom de Christina Aguilera, quand je nomme... Dans le temps de Dirty. Oui, dans le temps de Dirty. Bref, fait que grosse délibération pour décider qui de Mick, Anna ou Alex se joindrait à eux et Raph 4 pour le voyage final. Ça a duré 5 heures. Hey! Les pauvres personnes de la prod, mais en même temps. Ça a quasiment duré plus longtemps que le tournage au complet, genre des épisodes. C'est ce tournage complet des 12 semaines, 6 heures. Fait que les deux couples n'ont pas bronché, surtout Félix et ses yeux fermés. N'est-ce pas? On le salue pour cette stratégie, ma foi, hilar. Félix a même proposé qu'on tire au hasard à un moment donné parce que clairement, il n'y avait pas d'issue. De toute façon, Christina voulait pas, anyway, parce que ça avantagerait Solène et Félix. For some reason. Je sais pas si elle a ses maths de cégep, Christina. Moi, je sais pas non plus. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je m'excuse. Et finalement, on a appris dans OD Extra de toute façon que le hasard n'était pas permis. Fait que j'ai ressorti les meilleurs quotes de Félix dans cet épisode. Je sais même pas si c'est dans l'épisode au complet. Non, c'est juste pendant cette période-là de délibération. C'était trop bon. Ma préf, sont où les autres? Je les vois pas. Parce qu'à un moment donné, Alexa... Oui, elle voulait qu'ils prennent en considération le vote des autres. Des autres qui étaient pas autour de la table. Elle a fait, mais sont où les autres? Je les vois pas. J'ai adoré.
J'espère qu'il y a des bonnes batteries dans la cam. Ça, c'était bon aussi. À un moment donné, il a dit « Je dépenserai pas de calories pour quelque chose qu'on répète en loop depuis tantôt. J'ai plus de mots dans ma banque de mots. » Ouais, quand il a fini par vouloir accepter de parler puis sortir de son silence, il a dit « Je peux dire une phrase. Alexis Alex au voyage final. Alexis Alex au voyage final. Alexis... » Puis ça, bon, là, ça trahit mon passé de journaliste sportive, mais il y a un joueur de la NFL qui avait déjà usé de cette stratégie-là un jour. Parce que quand t'es un athlète, t'as pas le choix d'aller parler aux journalistes après des matchs puis faire des conférences de presse. Fait qu'il répétait juste « I'm just here so I won't get fined ». Puis le journaliste était comme « OK, mais qu'est-ce que tu penses de ton match? » « I'm just here so I don't get fined ». Fait que là, ça m'a fait penser à Félix. À un moment donné, à Christina, savoureuse réplique. Ah, fait que toi, t'es le juge de tes propres arguments. Ah, standing ovation dans mon salon. C'était tellement bon. Quand il a dit à Solène, t'es consciente que Christina essaie un peu de te manipuler. Oh mon Dieu, un peu, beaucoup même, hein? Encore une fois. Puis que Christina a répondu, ben ça, c'est de la manipulation. Félix, on était comme, non, that's not how it works, Christina. Puis à Solène, qui avait les yeux rougis, la morve au nez, tu pleures. Ça, c'était bon aussi. Mais il a dit, fais-toi-en pas, peanuts. Peanuts, au pluriel. Je voulais te citer aussi, Amélie, sur le fil de discussion du dimanche, parce que t'es revenue avec un complément à ta théorie des jeux. Ah, écoute, oui, parce que mon chum était comme planté. Mon chum, il fait semblant qu'il écoute pas OD, mais on le sait qu'il écoute OD. Puis là, il était planté dans le salon à regarder ça. Puis là, il me lançait des perches. Puis là, j'étais comme, attends, je vais faire un commentaire. Là. Non, vas-y, parce que. Donc, pour les personnes curieuses de la suite de la théorie des jeux, dit Amélie, des impressions de mon chum. Le fait que Félix refuse de discuter voudrait dire qu'il n'a pas vraiment d'argument, sauf la game en soi. Dans le sens que c'est juste la game qui attire ça. Là. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre chose à ajouter non, à part, c'est ça. Et de son point de vue, les autres ont seulement une meilleure excuse, mais aucune excuse est valide. Oui, fait que le point de vue à Félix, c'est que dans tous les cas, moi, je pense que j'ai raison, vous pensez que j'ai raison, on est dans une impasse avec les règles de la game en ce moment. C'est ça, fait que j'arrête de parler, je shut down. C'est ça. Puis là, ton chum m'a dit aussi que la prod, au final, est responsable des impasses parce qu'il y a eu des délibérations à 4, puis que la règle d'unanimité est absurde. Oui. Mais c'est parce que s'il avait mis ça à 5, il y aurait quelqu'un qui aurait tranché. Oui, tout à fait. Mais là, s'il les met tout le temps en chiffre pair... 2 fois plutôt qu'une. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné... Il y a Ficeloune Sarah qui a dit si Anna... Parce que c'était ça un peu le problème. Hein, si Anna avait été honnête et avait dit à tout le monde qu'elle a nommé vouloir partir, ben ça serait peut-être mieux passé, cette délibération-là. Ça a vraiment été frustrant. D'un point de vue de téléspectatrice, j'ai trouvé personnellement. D'avoir les extraits d'Anna qui arrête pas de dire qu'elle veut quitter, puis de voir les autres comme déchirer leur chemise. Pour ça, j'étais comme... J'ai l'impression que même Solène Félix avait pas cette information-là. C'est juste que parce que non, parce que sinon, il l'aurait clairement utilisé. Exactement. C'était tellement long que la prod a dû intervenir à plusieurs reprises pour les sommer de prendre une décision. Finalement, ils ont dû faire crisser leur camp de la table puis ramener Mick, Anna et Alex pour qu'ils prennent eux-mêmes la décision. Je sais pas vous, mais moi, à ce moment-là, j'étais convaincue qu'Anna pourrait pas tenir le mensonge encore très longtemps, puis elle l'a quand même tenu, je pense, un autre 2 heures, là, mais comme, je pensais, moi, dans ma tête, elle allait céder sa place. Pas que je veux avoir l'air de défendre Mick, j'ai assez défendu Dom dans cette saison-ci des ficelles. Mais ça lui coûte beaucoup, oui, ça me fait. Il y a un livre de Martine Delvaux qui brûle à chaque fois. Mais au montage, elle a pas eu l'air pantoute de consulter Mick, hein? Ça a fait « Hey, je vous le laisse y aller. Hey, allez-y. » Puis tu sais, j'aurais mis juste un zoom sur Mick qui fait comme « Mais là, dans mon œil, moi, je veux aller... » Non, mais Mick, ça a bien à donner parce qu'il a l'air assez tapis. Je sais pas comment le dire plus poliment, mais il est sweet aussi, le Mick. Donc, beaucoup d'émotions ensuite pour le trio de Girly Pop. Je pense que tu vas en parler un peu plus longuement dans ta chronique, Amélie. Gros sanglot, grosse morve, fin du monde. Mais tu sais, moi, je suis hyper sensible, fait que je comprenais un peu. Là, ils sont ensemble depuis tellement longtemps. Le montage, là, était... Ils vont pas faire la maison d'insection ensemble. Ça, c'était un gros Le montage était fantastique dans ce moment-là, là, comme il nous montrait les autres aussi, tu sais, qui filaient les filles. Félix qui rit. La musique est vraiment absolument incroyable. C'est ça, tu te rappelles aussi que le montage cette saison-ci, si ça se trouve, en fait, tout ça s'est passé sur 3 semaines. Oui. On sait plus, là. Ouais, tout à fait. Mais donc, meilleure décision qu'Anna pouvait prendre, là. Il y a des Ficelou qui ont dit Redemption Anna après ça, parce qu'effectivement, c'était ça qu'il fallait qu'il arrive. Raph! Encore une fois, j'ai trop défendu Raph cette saison pour pas que je revienne sur mes positions aujourd'hui. On sait pas trop qu'est-ce qui
s'est passé? Le redemption d'Emna. Le meilleur culpable, Gab, même, là, puis celle de l'autre. Il s'est complètement rangé derrière Alex Tina dans la dernière semaine. Oui. Je me sens agressée. Comme dit que, il dit que Félix aurait dû dire qu'Alex, elle voulait pas d'enfant à Alex comme à la table de délibération pour prouver qu'Alex méritait pas leur place en finale. En tout cas, je sais pas. Puis après ça, il a changé son fusil d'épaule, évidemment, parce qu'il fait juste ça, Raph. Il se modèle? Pas à modeler, là, genre, c'est ça. Puis, people pleases, I know what it is, mais à un moment donné, faut prendre une décision, Raph. Fait qu'en tout cas, fait que oui, ça c'était mon résumé de. Non, mais c'est parce que c'est surtout qu'il n'a jamais été vraiment chum avec Alexa dans les faits. On dirait qu'il s'est peut-être allé d'un point plus stratégique, puis là, il se rend compte que peut-être Alexa puis Christina, si tu t'accroches à eux, tu vas te rendre plus loin. Peut-être. Moi, j'ai tilté un peu quand Félix a dit qu'il trouvait que les valeurs d'Alexa le rejoignaient, mais que les valeurs de Christina le rejoignaient moins. J'ai un petit peu eu peur qu'il vote Poilievre, lui aussi. Là. Oui, j'ai eu mais je pense que les gens... Si t'es pas sur les réseaux sociaux, je pense que tu le sais pas tant c'est quoi les valeurs d'Alexa, à part qu'il aime s'entraîner, puis c'est ça la principale qualité pour un ami, selon Félix. Puis que, genre, c'est un gars qui, je sais pas, il s'est rangé avec la même fille depuis le début, c'est ça ses valeurs. Alexa, moi, ça m'a vraiment stupéfaite. J'étais stupéfaite que les gens soient comme outrés que Félix... comme disent qu'ils voulaient clairer Alexa. Oui, dans le deuxième volet. Parce que, non, mais c'est parce que ça fait des semaines, ça fait des épisodes pour nous que Félix le nomme, qui trouve que Christina est entitled, puis qu'elle pense que tout lui est dû. Comme, en quoi c'était une surprise? Comme, il l'a dit 150 fois, on l'a entendu le dire 150 fois, Mécana, puis tout ça, j'étais comme, l'écoutez-vous? Comme je comprends qu'il fait des push-ups à des moments non appropriés des fois, mais comme, l'écoutez-vous quand même parler? Je comprenais pas la surprise générale. Comme... Encore une fois, allegedly, pas neurospicy, ne comprennent pas que quelqu'un d'allegedly neurospicy pourrait faire ces choses-là qui sont tellement hors normes sociales. C'est comme, OK, il va dire ça, mais c'est sûr qu'à la table de délibération, comme Raph le fait. Raph aussi, il chialait avec Félix là, il y a quelques semaines, puis il complotait. Mais quand c'est le temps de prendre les décisions, Raph, il choke. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est parce qu'il me semble qu'il y a plus qu'un gars qui ont parlé, dans le fond. Ils ont un peu comploté ensemble là, contre Christina et Alexa. Il me semble qu'il y a plusieurs semaines, puis il y avait comme des plans qui se faisaient. Puis là, c'est comme... Moi, j'ai l'impression que les gars, en ce moment, dans l'épisode d'hier, ils étaient comme... Ils fakaient un peu leur surprise. Peut-être. J'ai pas comploté. Non, c'est ça. C'est du... Attends, comment on avait appelé ça la semaine passée? Du blame avoidance? Genre d'être le dernier à dire la même affaire, comme de laisser les autres rajouter ça. Oui, c'est salir les mains, oui. En tout cas, comme tu dis, l'heure de vérité va être crunchy. Les candidats ont pu parler à leur famille. C'était un autre moment marquant, je trouvais, de l'épisode de dimanche. On a entre autres vu Christina parler à sa maman de la Fashion Week à Paris. Écoute, grand bien leur face. Mais après la bourse à Félix... Connect. Oui, mais attends, c'est ça. Parce que là, il y a beaucoup de rumeurs entourant Christina. Puis aussi, juste avec son attitude, on a l'impression que Christina a jamais manqué de rien, ce qui est tant mieux pour elle. Mais des fois, ça se sent trop. Mais Hugo Dumas, que je voulais pas citer, mais c'est lui qui rapporte le tea, qu'est-ce que tu veux. Il a publié une chronique dans la presse où il dit que sur les réseaux sociaux de l'émission, les gens, c'était vraiment... lâché lousse sur Christina, puis disait qu'il voterait pas pour elle à la finale à cause des rumeurs qui courent, qu'elle serait la petite fille d'un milliardaire, puis que donc, elle a pas besoin d'un chalet. Mais là, d'après les recherches d'Hugo Dumas, Christina n'est pas la petite fille d'un milliardaire, mais bien la nièce d'un milliardaire, qui est Jacques D'Amour, l'un des 4 fondateurs de Couche-Tard. Mais sa maman, qu'on a vu dans l'émission de dimanche, elle est présidente d'un réseau de cliniques d'ergothérapie, puis son père, il est retraité de chez Post Canada. Fait que, tu sais, moi, je sais pas vous, moi, mes oncles, ils me donnent pas full de cash quand ils en ont. Ah, certainement, mais... Fait que donc, sa mère, elle a dit à Hugo Dumas qu'elle croit que ces rumeurs-là vont lui coûter la victoire. Respectfully, madame, c'est pas les rumeurs qui vont l'empêcher de gagner le chalet, c'est son attitude de cul. Je pense que pour certaines personnes, c'est les rumeurs. Là. Moi, j'ai vu beaucoup de Monique être outrée qu'une fille de milliardaire s'en aille là-bas. Fait que c'est peut-être correct que... C'est ça, peut-être que dans notre chambre d'écho, on la fera pas gagner à cause de son attitude. Puis dans le grand spectre des femmes d'OD, en même temps, les gens étaient... Dans le grand spectre des femmes d'OD, les gens étaient ont trouvé Félix extrêmement irrespectueux d'avoir fermé les yeux. Fait que, je pense que là... Oui, Hugo Dumas pense que ça va lui nuire. Moi, je sais pas. Ils vont voter pour qui? Raph? J'étais quand même émue pendant les conversations avec leur famille, puis étonnamment, la famille d'Alexa, c'était mes préfs. Je pense j'ai trouvé vraiment cute de son frère, sa mère. Puis, tu sais, j'avais des petites larmes, là, je pleurais. Jusqu'à ce que ça soit au tour de Félix. Et qu'il demande à sa sœur comment vont les bitcoins? Comment va la bourse?
J'ai arrêté de pleurer maintenant. Mais tu sais, il est juste allegedly neurospicy. Il y a eu la Via Ferrata aussi. Oui, Pour la première fois de la saison. Pendant le voyage final, rien de moins. Ça nous avait-tu manqué? Je sais pas. Mais, tu sais, une vraie saison, ça serait pas une vraie saison d'OD sans Via Ferrata. Finalement aussi, on a su qu'il y avait 2 volets au voyage final. Mais dans les faits, la Via Ferrata, c'était juste l'année passée. Ah, c'est vrai? Dans ma tête, ça fait 12 ans. C'est juste que l'année passée, je pense que c'était genre, à chaque activité ouais, sans faire de la Via Ferrata. Corrigez-moi si je me trompe, là, mais j'ai pas l'impression... En tout cas, c'était peut-être pas nommé comme une Via Ferrata à l'époque. Mais l'année passée, je me souviens. L'année passée, c'était genre à chaque semaine la Via Ferrata, là. Je pense que c'était comme soit la Via Ferrata ou soit quelque chose qui brûlait du gaz. Oui. Ouais, c'est ça. C'est souvent les 2 grandes options. Cette année, ils ont plus brûlé du mais ça gaz fait vraiment que pas... Via Ferrata. Tu sais, on a l'impression que comme Khaled a fait de la Via Ferrata, mais dans ma tête, comme c'est pas si dans la DNOD, c'est juste l'année du temple OD, là, la Via Ferrata. C'est vraiment... C'est Alicia et Fred, selon moi. Ben, je vais... Corrigez-moi la gang si je me trompe. Simon Richard, dis-nous. Mais d'après moi, c'est juste l'année passée, en tout cas. Parce que c'était tellement plate l'année passée qu'il y avait pas... Il fallait que leur trouve des activités, tu sais. Fait que, en tout cas, mais on verra. Imagine être en Andalousie puis trouver ça plate puis faire de la Via Ferrata. En tout cas, finalement, ils vont juste être 3 couples dans le voyage final. Ben oui, évidemment. Puis donc, traumatisés par leurs 5 heures de délibération, je pense ils ont opté pour la délibération plus facile et simpliste pour choisir ça allait être qui les 3 couples. Fait que couple par couple, ils ont nommé les 2 duos qu'ils voulaient voir continuer, et puis c'était fini badim bam boum pour Alex. Hein? Il y a du monde qui ont dit tout ça pour ça. Au moins, tout ça pour au moins pas avoir Mick Piano au voyage. Ah oui, certainement. Au moins, ça. Puis là, en terminant, je voulais faire un shout-out à Catel qui a mangé des grosses bouchées de beurre en France en pensant que c'était une sorte de fromage étrange. Honnêtement, le beurre goûte tellement bon en France que I don't blame her, honnêtement. Puis, mention spéciale aussi à l'analogie de crème molle de Catel. Il était temps qu'une femme fasse des analogies d'objets bizarres. Voilà! Fait que ça serait à toi de nous oui, mais on va continuer avec quelque chose qui s'est passé, oui, avec Catrel, puis quelque chose qui s'est passé dans l'épisode de dimanche. Je pense que je suis pas la seule. Ben, en fait, je l'ai vu dans le post des ficelles sur Facebook, fait que je vais mouiller. Là. Je pense pas que je suis la seule qui a trouvé que c'était intéressant, disons, la discussion de mise au point entre Catel et Raph qui a eu lieu dans l'épisode de dimanche. Catel a aussi affirmé plusieurs fois pendant l'épisode qu'elle sentait qu'elle étouffait, particulièrement depuis les maisons mixtes. Ça m'a un peu étonnée en tant que vétérante d'OD, parce que d'habitude, tu sais, j'oserais même dire historiquement à OD, les candidats et les candidates se plaignent en fait de pas avoir assez de temps avec leur top 1, puis pas comme l'inverse, tu sais. Bon, ben non, c'est ça, tu sais, comme Christina qui s'est plaint énormément de pas avoir eu accès d'activité, tu sais, fait que c'est sûr que bon, on sait que cette saison-ci d'OD, c'est un peu particulier parce qu'elle a été compressée, le tournage est raccourci, fait que tu sais, on peut présumer que les personnes ont possiblement passé comme plus de temps avec leur top 1 dans les faits, dans un court laps de temps. Elle a pas arrêté de dire 1 mois, Catel. Oui, c'est ça. Puis nous, on pense que c'est 3 mois. C'est ça, nous, ça fait 3. Oui, c'est vrai que ça va vite 1 mois. Mais ça m'a quand même paru un peu étrange, tu sais, qu'aussi rapidement, elle en soit rendue là dans sa réflexion par rapport à Raph, de dire qu'elle étouffe. D'un côté, ben, je suis vraiment contente pour elle qu'elle nomme ses besoins clairement au lieu de laisser s'accumuler la frustration. C'est jamais une bonne chose de pas dire les choses rapidement, on s'entend. Mais de l'autre côté, c'est peut-être mon tour, Emna, mais j'ai un petit peu eu pitié de Raph, là. Il m'a semblé un peu, tu sais, j'ai pu comprendre sa surprise, en tout cas, là, face à sa déclaration, parce que, ben, c'est ça, dans un contexte OD, c'est un peu attendu qu'on veuille voir notre top 1 tout le temps. C'est comme un peu le grand but ultime de passer du temps avec notre date, tu sais. Fait que au-delà des différents types d'attachements qu'on a déjà abordés cette saison-ci, je me suis demandé s'il y avait quelque chose d'un peu plus, de plus loin à décortiquer dans la réaction de Catel. Puis je me suis aussi demandé si les maisons mixtes, on en a parlé là, souvent à travers la saison, c'était-tu un bon coup ou pas? Est-ce que le fait de partager son quotidien rapidement avec son nouveau chum ou sa nouvelle blonde, ça pouvait contribuer au sentiment de se sentir étouffé? C'est un peu ça ma chronique cette semaine, un sujet typiquement ficelle, j'aurais envie de dire. On s'est égaré un peu cette saison-ci, mais là, on revient. La première chose que j'ai trouvée en faisant mes recherches, c'est plusieurs warning signs sur des différents sites web que j'ai trouvé vraiment pertinents. Il y a plusieurs auteurs-autrices qui avertissent les lecteurs-lectrices que de se sentir étouffé dans une relation, ça peut être le signe qu'on est dans une relation toxique ou dans une relation abusive. Fait que si on se rend compte qu'on se sent étouffé parce que notre partenaire nous surveille, contrôle nos allées-venues, que notre partenaire devient agressif ou nous menace d'une quelconque façon, ben tu sais, ça va au-delà du simple fait de trouver que les choses vont trop vite. Puis c'est
inquiétant. C'est un énorme red flag. That being said, il y a aussi des choses moins dramatiques dans le concept de se sentir étouffé en couple. Ce serait un sentiment de débalancement dans une relation lorsqu'une personne se sent overwhelmed, envahie ou constamment sollicitée par les besoins grandissants de l'autre personne, notamment au niveau des demandes sur l'attention, l'affection et la validation. On sent alors qu'on n'a plus assez d'espace pour nous puis qu'on a peut-être trop de contact avec l'autre. Une autre source de ce sentiment serait le manque de limites claires dans notre relation, alors que notre partenaire va constamment dépasser nos limites sans nécessairement le savoir, en fait, parce qu'on n'a pas nécessairement mis ça au clair dès le départ. Bon, moi, je les aime pas, Catel puis Raph, là, je l'ai dit souvent ici, mais j'avais l'impression que j'aurais pu arrêter ma chronique dès là, parce que j'ai l'impression que ça décrit vraiment bien les dynamiques entre Catel et Raph, mais bon, je l'ai souvent répété, moi, c'est pas un couple que j'apprécie particulièrement au dé, puis surtout à cause de Raph, j'ai jamais réussi à le percevoir comme un gentil douchebag attachant. I just know deep down in my heart que c'est le genre de gars dans un bar qui me donnerait envie de devenir une ermite et ou de me défenestrer. Je le trouve obnoxious, gossant, puis je peux comprendre que Catel commence à se tanner, mais bon, pour le besoin, on va continuer. Dans un bar, là, imagine, il vient te voir puis il est comme « Ah, tu gosses! » Tu gosses! Pour te cruiser. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur son TikTok aujourd'hui. Je te confirme. Pourquoi? Pour les besoins chroniques. Non, Emna! J'ai plus hâte à ta chronique, en tout cas. Mais oui, moi, il m'écoeure un peu, Raph. Je dois l'admettre, là. Fait que, tu sais, je peux comprendre, mais je pense que c'est... Bon, elle le trouve cute, vraisemblablement, là. Fait que, voilà. Elle a pas encore vu son Instagram de pseudo-influenceur voyage, là, mais bon, on verra. Fait qu'il y a plusieurs experts qui s'entendent pour dire que se donner de l'espace dans un couple, c'est très sain. Surtout quand on partage son quotidien avec son ou sa partenaire. C'est une bonne idée d'avoir des moments à soi, puis de séparer. Là, c'était comme une formule en anglais que j'ai traduit, là, mais séparer notre nous de notre je. Comme de pas juste exister à l'intérieur de ton couple, mais aussi d'avoir comme une individualité. Puis moi, je pense que... Bon, les relationship coach, je suis pas toujours d'accord, mais là, à ce sujet-là, je pense que c'est vraiment important, justement, qu'on soit des personnes à part entière. Puis qu'on devrait toujours chercher quelqu'un qui va... Tu sais, souvent, on veut quelqu'un qui va nous compléter, mais moi, je pense qu'on voudrait plus quelqu'un qui va nous complimenter. Tu sais, on est déjà des personnes intéressantes et le fun. Et complètes. Et oui, on n'a pas besoin de quelqu'un qui vient comme patcher les trous en nous, là. Juste quelqu'un qui vient... D'une douce moitié. Oui, c'est ça. Le concept de douce moitié, moi, tu sais, mais plus quelqu'un qui vient faire... bonus. Un bonus, exactement. C'est une distinction qui est peut-être subtile, mais je pense que c'est important quand même. On veut pas combler le vide. On veut juste que notre vie soit bonifiée par notre personne. Puis, c'est ça. Peut-être rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas nécessairement besoin de sauver ou qui n'a pas la pulsion de nous sauver non plus. Tu sais, voilà. Mais ça, c'est peut-être un peu le but ultime, comme je disais, là. Mais bon. C'est aussi important de se rappeler que, c'est beaucoup de pression. Penser qu'une seule personne va combler tous nos besoins affectifs. C'est important d'avoir des amis, des activités, des hobbies en dehors de notre couple. Puis je dirais que c'est particulièrement important pour les hommes de cultiver ça parce que là, j'ai pas retrouvé l'étude parce que t'es pressé, mais il y a beaucoup d'études qui témoignent que les hommes, c'est souvent eux qui ont tendance à pas avoir un réseau solide autour d'eux. Fait que, mettons, quand ils deviennent comme, quand ils se séparent ou quoi que ce soit, c'est souvent eux, mettons, les hommes plus vieux. Et surtout, là, si leur femme meurt avant eux, ils vont mourir pas longtemps après parce qu'ils ont comme rien. Ils ont rien devant eux versus les femmes continuent d'avoir des amitiés, continuent d'avoir des intérêts. Fait que, voilà. Fait que, puis aussi, il faut se rappeler que c'est pas malsain quand notre chum ou notre blonde passe du temps sans nous. Au contraire, disent les experts. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont accueillir en thérapie des couples qui traversent des épisodes de jalousie. Puis qui cultivent du ressentiment l'un envers l'autre quand leur partenaire a une vie en dehors de leur couple. Mais au contraire, ce serait très sain dans les faits de, comme... prendre une bière avec ton chum de gars. C'est juste que souvent, les hommes n'ont pas beaucoup de chums de gars avec qui parler de leurs sentiments. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant, pardon. À garder en tête, bref, c'est important d'avoir des passions, des intérêts, des amis, des moments à soi pour mieux se retrouver. Mais là, dans le cas de Catel et Raph, moi, j'étais comme, OK, là, ça fait quand même juste un mois qu'ils sont catapultés dans l'aventure OD. J'ai plus l'impression que c'est le fait de partager leur quotidien trop vite qui est en train de rendre Catel coucou. Elle nommait, par exemple, le fait que de se faire réveiller par Raph qui lui amenait son café, c'était comme ça l'horripilait, là. Ouais. Ben ça, c'est un exemple de... Elle a peut-être pas mis ses limites de « moi, je veux pas que personne me réveille », mais là, lui, il pensait que ça lui ferait plaisir.
Mais ce qu'il lui a dit, c'est « Mais qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Oui, tu vas faire des cafés. » Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, mais là, est-ce que les maisons mixtes, tu sais, ça a fait en sorte qu'ils ont partagé leur quotidien trop rapidement, puis est-ce que ça peut tuer leur romance? Là, en fait, moi, once again, je me sentais un peu biaisée en faisant des recherches parce que moi, je suis vraiment bébé gâté pourri. Là. Moi, mon chum, il me fait à déjeuner à tous les matins. Puis genre, je vais jamais me plaindre, là, comme je suis vraiment contente. Puis moi, je suis emménagée avec mon copain vraiment vite, en mode extrêmement YOLO. Ça aurait 100% pu être une catastrophe. Puis c'est loin d'être parfait au jour le jour, là. Il y a vraiment des défis. Tu sais, moi, je suis ultra traîneuse. Puis oui, des fois, je botche un peu quand j'ai poussette la maison, tu sais. Mais puis mon chum est un peu plus strict, un peu plus Félix sur le ménage. Mais moi, personnellement, je suis persuadée que d'avoir connu mon chum intimement dans son quotidien, ça m'a comme fait tomber en amour plus vite avec lui dans nos débuts. Mais c'est pas tout le monde qui vit ça comme ça. Le magazine en ligne, et là, on retourne dans les bonnes sources pertinentes. Le magazine en ligne Glamour nous dit que, en fait, c'est un gros milestone dans une relation déménagée avec sa partenaire. Fait que c'est sûr que eux, ils l'ont vécu vite à OD. Tu sais, dans le premier mois, là, ils sont sûrement en contexte, là, c'est plus 3 mois de tournage. Là. C'est un seul mois de tournage, pardon. Ils n'ont pas pensé à ça, hein, quand ils ont réduit, peut-être. Ça allait peut-être chier les Ben, je veux dire, moi, je pense que c'est une bonne idée, les maisons mixtes encore, mais je pensais ça sans la donnée du fait que c'est juste un mois. C'est ça. Habituellement, dans le 3 mois d'OD, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Là, effectivement, c'est peut-être un petit peu rapide, intense, comme leur... voilà. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est vraiment un gros milestone quand on déménage avec sa partenaire. Puis il faut parfois qu'on se rappelle que la personne avec qui on habite, c'est surtout et avant tout notre amoureux, notre amoureuse, pas juste notre coloc. Ce qui est possiblement quelque chose de très confusant pour les candidates, comme on disait, qui sont catapultés dans les maisons mixtes, surtout sans avoir leur mot à dire. Là. On les a entendus quand même véhiculer souvent de la frustration de... C'est pas Fanny qui disait « Ouais, j'habitais avec des gars, mon pire cauchemar. » Oui. Ben, tu sais, ils débutent une relation, puis là, ils se butent aux habitudes de vie de leur personne sans avoir pu vivre à fond leur lune de miel. Puis moi, je pense que c'est là où peut-être que c'est allé trop vite pour Catrel, parce que possiblement que quand tu fréquentes quelqu'un pendant 2, 3, 4 mois avant de commencer à être toujours chez elle, ben, t'as quand même le temps de prendre plus tes aises dans une relation. Mais si ça chie... Peut-être parce que it wasn't meant to be. Ben, moi, je pense aussi, mais il y a quand même énormément d'articles sur Internet qui tendent à essayer de donner des trucs, tu sais, pour essayer de conserver justement la flamme et les papillons avec sa partenaire quand on décide de vivre avec eux. Puis j'en ai répertorié quelques conseils qui peut-être auraient pu aider les candidats dans les maisons mixtes, mais surtout qui pourraient les aider à se tolérer dans les prochaines semaines de confinement avec leur peut-être soon-to-be ex ou bedon l'amour de leur vie. Qui sait, on saura. J'ai eu un frisson dans le dos. Ah, à cause des maisons les exclus. Là, oui, ben, moi, parce qu'ils sont confinés. Ils sont confinés parce qu'ils ont. Je veux dire, là, ça a quand même. D'avance, là, il y a tellement d'avance, ils ont quand même passé genre 2 mois. Là. Les 6 derniers, ils ont passé littéralement 2 mois dans un chalet dans les Laurentides. Là. C'est ça la réalité. J'ai vu des photos des autres exclus, tu sais, mettons, KTF, Mamadou Maude inclus, au resto du restaurateur de Sherbrooke. Fait que eux autres sont out in the wood. Oui, mais eux autres, je pense pas qu'ils sont allés dans le... Puis ça, c'est un autre questionnement que j'ai sur le timeline. Là, je m'égare, là, mais si 4F elle a fait The Forbidden Fruit, là, ça a duré comme 3 heures. Là, comme, parce qu'on veut pas parler de OD Tentation au soleil officiel parce qu'on est un peu comme contre OD Tentation officielle, mais Catherine F était dedans. Catherine F était dedans, tu sais, ça, on l'a su. Fait que là, c'est déjà revenu au Québec. Moi, le timeline, je ne comprends pas. Ils ont commencé à... Maison des exclus, elle a fait OD Tentation, puis là, elle est dehors. They're out in mais ça se peut-tu qu'il l'ait envoyé au lieu qu'elle fasse sa maison des exclus? Peut-être. Mais elle a fait une petite maison des exclus parce qu'en tout cas, on l'a vu à OD Extra dans la maison des exclus. Après ça, ils disaient qu'ils ont filmé OD Tentation dans les maisons d'OD cette année. En tout cas, bref, c'est pas grave. Gabrielle nous fait signe, arrêtez de divaguer sur OD Tentation, mais bon. C'est ça des spéculations. De quoi que je parlais? Ah oui, le fait qu'il allait être confinés, pognés ensemble longtemps, donc des choses pour essayer de s'endurer. Bref, quand on cohabite peut-être de force avec un partenaire ou une partenaire.
Donc, première chose à surveiller, ne pas négliger de passer du temps de qualité ensemble. Fait que c'est important parce qu'on va voir sa partenaire tous les jours sous toutes ses coutures et le quotidien de bobettes sales et de gestion de vaisselle peut vite prendre le dessus. Alors, les experts suggèrent de se réserver du temps de qualité ensemble. Donc, se faire des date night à la maison ou à l'extérieur, pas passer nécessairement la soirée sans se parler, à juste doom scroller son sel, des choses comme ça. T'as l'air dégoûté, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'elle veut pas faire, qu'a-t-elle passer du temps à Moi aussi, je pense que c'est ça, tu sais. Mais bon, deuxième chose à surveiller, la gestion du ménage, ou devrais-je plutôt dire la charge mentale. Parce que il me semble que c'est probablement le plus gros lady killer boner que de devoir s'obstiner sur qui va passer la balayeuse. Oh. C'est très genré, là, ce que la prochaine, mon prochain bit de chronique, mais dans le fond, ce que je lisais sur Internet un peu partout, ça se résume à les filles aiment pas ça, jouer à la mer avec leur chum, puis les hommes, puis là, ça c'est un peu fâchant, mais les hommes trouvent pas ça séduisant quand leur blonde les gosse pour qu'ils contribuent au maintien des tâches domestiques. Oui, c'est genré. On peut soupirer collectivement, là, c'est genré, mais c'est quand même une réalité. Et puis, c'est le genre de frustration qui s'accumule et qui cause des frictions. Moi, personnellement, c'est la chose que je trouve la plus difficile. Je sais pas si c'est parce que on est des neurospicy ficelles, mais moi, j'ai une tolérance un peu plus grande pour le chaos domestique, mettons. Puis mon copain moins, mais comme je peux voir que c'est une source documentée de conflits potentiels chez les couples qui cohabitent ensemble. Les experts recommandent aussi de se laisser de la place pour la spontanéité et de pas tenter nécessairement de tout mettre dans des boîtes, dans de la routine, partout dans nos vies quand on cohabite avec sa partenaire, de se laisser de la place pour des date nights spontanés, pour des activités non prévues, de continuer de se séduire et de se surprendre. Et dans cette catégorie figure aussi de ne pas constamment repousser les moments sexy entre les partenaires juste parce qu'on est bien trop fatigué et on s'effondre. Mais ça ne concerne pas vraiment les gens d'OD, là, mais je voulais juste le glisser pour les ficélos-ficélounes qui nous écoutent. Fait qu'on n'a pas vraiment accès en fait à la vie quotidienne des candidats-candidates, sauf dans les moments que la prod décide de bien vouloir nous partager. Fait que moi, on le sait pas là, si les gars sont des traîneux ou si les girly pop passent absolument tout leur temps ensemble sans jamais avoir envie de voir leur boy. On peut juste spéculer. Mais on a quand même eu un exemple dans la première maison mixte, par exemple, qui nous a prouvé que ça se peut avoir de la spontanéité. Quand Félix avait fait une date à Fanny, qui lui a dit on n'attendra avec pas. Le smoothie protéiné. Oui, c'est ça. Le smoothie protéiné avait fait réagir. Moi, j'avais trouvé ça cute personnellement. J'étais comme oui, mon boy, tu sais, vous êtes dans un quotidien obligé, mais vous allez trouver le moyen de avoir un petit moment ensemble, malgré le fait que vous n'avez pas une activité de canot-kayak. Elle les a vraiment tout essayé. Elle a tout essayé. Bravo. Donc voilà, je sais pas à quel point, tu sais, mais t'as raison quand tu dis qu'on dirait que Catel, ça y tente juste même pas, tu sais, du tout, d'être avec Raph. On dirait que c'est irréversible. Oui, vraiment. Mais je voulais terminer ma chronique en vous disant que, en fait, c'est absolument pas nécessaire d'habiter avec son ou sa partenaire. It needed to be said. Déconstruisons un peu la famille nucléaire, les amis, mais ça se pourrait-tu, en fait, au final, que Catel, elle a juste pas envie de cohabiter avec son boy? Peut-être. Pantoute. Que ce soit, tu sais, pour le moment ou pour toujours, il y a comme plein de configurations possibles dans un couple. Puis elle est quand même jeune, 4F, me semble, 24, tu sais, ça se peut qu'elle soit peut-être pas rendue là. Puis moi, je connais des couples qui dorment dans des chambres séparées, puis qui sont plus heureux que jamais avec ce rythme-là. J'ai des amis qui font le choix de vivre séparément avec leur partenaire pour des raisons que les regardent. Puis leur couple est pas moins valide ou moins solide que le mien ou que ceux des personnes mariées. Fait que je souhaiterais juste à Catrel de trouver ce qui lui convient une fois sortie de l'aventure OD. Puis je souhaite aussi que Raph respecte son rythme et ses besoins sans se sentir invalidé, mais je pense que ça va être dur pour lui. Mais tu sais, je tiens à rappeler que quand elle habite à Alma. Ah non, ça marchera pas, cette affaire-là. Et que Raph, je sais pas s'il habite à Montréal, mais vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh non, ça marchera pas, cette affaire-là. Déjà, elle habitera pas avec son boy. Ou bien, peut-être qu'elle a peur que la seule manière pour que le couple tienne, c'est qu'ils habitent ensemble à Montréal et qu'elle est horrifiée de ça. Puis moi, je sais pas, tu sais, moi, j'ai une amie qui a déménagé vraiment rapidement pendant la pandémie. Pour reparler de confinement avec son chum, ça faisait vraiment pas longtemps qu'ils étaient ensemble, mais comme face au confinement, ils ont décidé de comme emménager ensemble vraiment vite. On l'avait même reçu, je regarde Gab du coin de l'œil, on l'avait même reçu au Ficelle pour parler de sa réalité on a fait des épisodes spéciaux de Ficelle en confinement, puis elle est encore avec son chum, tu sais, elle était genre, moi, elle se voyait juste pas passer le confinement seule. Fait qu'elle a comme lancé un peu ça dans les airs en mode YOLO, elle aussi. Mais des fois, quand à la base, il y avait des trucs similaires qui c'est ça. Là, mais tu sais, j'ai l'impression que eux, si ça branle dans le manche déjà là, c'est que maybe it's not meant to continue. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'à la base, c'est comme...
si t'as envie de passer du temps avec l'autre personne, c'est un bon départ. Ben c'est ça, j'ai l'impression qu'elle a pas le goût de passer du temps avec lui. Moi, j'étais contente de comme intégrer le quotidien de mon chum. Au début, j'avais le goût de le voir comme tout le temps. J'étais vraiment contente. Elle a vu son quotidien, puis elle aime pas ça, mais donc, dans la vie normale, elle l'aurait peut-être laissé. Mais là, elle peut pas. Dans la vie normale, ça aurait fizzled out. Elle aurait peut-être ghosté. Peut-être. Ouais. C'est ça. Je pense que ce qui est surprenant, c'est que je comprendrais si ça faisait longtemps que là, Raph, il a réveillé pour y faire des cafés. Mais c'est parce que. Ça a l'air d'être la première fois. Mais c'est ça, mais c'est comme. Ils sont un peu supposés être dans la phase. Lune de miel, tu sais, justement, t'as comme non-stop quelque chose à dire à la personne que tu vois, puis comme tout te fait penser à cette personne-là, puis t'as envie de la texter tout le temps, puis de dire tout ce qui se passe, c'est comme, là, ça... Ouais, mais moi, j'ai su que ça chirait le jour où ils ont dit que les becs sur le front, ils aimaient pas ça. J'étais comme, mais vous avez pas d'âme. Fait que... ben, merci, Anaïs, c'était vraiment intéressant. Merci. Écoute, on continue de taper sur le clou de Raph, je pense, avec ta chronique. C'est une émission juste sur Raph et Karen aujourd'hui. Alors, tu sais, chaque année, quand la prod d'OD annonce le pays où ils vont tourner la prochaine saison, moi, j'ai tout le temps un peu le péteur qui se serre parce que j'appréhende quel maudit accent d'une langue étrangère les animateuristes ou les candidates vont massacrer. Là, ça fait 2 années de suite qu'OD se passe dans un pays hispanophone. Les risques de dérapage étaient élevés. L'an passé, surtout, il y a eu beaucoup de Fred Alicia là, qui allaient de quelques caliente et autres variantes. Cette année, dans les portraits, j'étais un peu stressée avec Anna Enchiladas et Jalapenos. Enchilana. Enchilana, voilà. Et finalement, turns out que c'est Raph, monsieur créateur de contenu voyage et citoyen du monde, comme certains l'ont appelé, qui a fait le plus d'accents malaisants cette saison. Fait que j'ai eu l'idée de faire une chronique là-dessus, sur Raph et ses 1001 accents, quand, pendant le défi Pigeon d'argile lors du voyage final, il a dit... Je suis un professionnel sniper. Évidemment, il l'a pas dit avec l'accent que je viens de faire. Il l'a dit en roulant ses airs, comme, tu sais, pour vous imaginer un peu dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne. Mettons, je suis un professionnel sniper. Et ensuite, il a dit... Ah ouais, mais je pensais qu'il imitait un russe ou quelque chose de même. Non, ça sonnait Cameroun, je te dirais. Ah, pour vrai? Oui. Mais parce qu'il a fait ça tout le long de la saison. Fait qu'à moins qu'il se soit échappé dans l'Europe de l'Est cette journée-là, il reste dans la même région du monde depuis le début. Ah, mais je pensais pas que ce gars... En tout cas, je comprends. Il a aussi dit « C'est qui les chasseurs? » avec un autre accent. Je sais pas c'était quel accent, par exemple, c'est cette région du monde-là. Mais c'est pas la première fois, donc, que Raph nous fait grincer des dents. Et là, je parle pas juste de ses 1001 red flags. Je parle bien de sa manière de parler. Il y a quelques semaines, j'ai vu Beck, notre invitée du 2e épisode de cette saison. Elle a fait un TikTok direct là-dessus, justement. Ah! Elle a ressorti quelques-uns des moments où Raph nous a fait eye roll jusque dans le fond de nos crânes avec ses accents. Fait que shout-out à Beck. Elle a sorti quelques extraits, là. Fait que je la cite complètement dans cet extrait-là. Raph, à un moment donné, dit « Bombaclat » avec un espèce d'accent jamaïcain, très prononcé. Il s'est essayé aussi dans le temps que Mamadou et Bilal, entre autres, étaient encore dans les maisons. Il s'est essayé avec un... Et là, je fais des gros guillemets là, pour les gens qui nous écoutent à l'audio. Un accent haïtien. Il a dit « Ça va péter dans tous les sens ». Là, je sais que ça sonne bizarre parce que moi, je le fais pas avec l'accent raciste, mais je vais pas le faire, OK? Ça sera pas ce genre de chronique-là. Donc, il dit « Ça va péter dans tous les sens. Usez de votre imagination. En haut, en bas, ça va péter. Ça part les problèmes. Yo, Bilal, c'est le voyage. » Oh non. Puis tu dis ça à Bilal. Oui, mais est-ce qu'il imitait genre l'accent de Bilal en faisant ça? Parce que Bilal, je sais pas, il y avait quand même une parleur caractéristique. Oui, mais d'argile, Bilal n'était pas là. Ah, ça, c'est certain. Non, mais je me demandais si c'était son accent à Bilal qui imitait. Selon Beck, pardon. Raph était pas tant proche de Bilal. Non, effectivement. Et pas tant de Mamadou non plus. Donc, les mots de Beck sont... D'où est-ce que ça vient? Beck disait « Personne rit, tout le monde a l'air malaisé quand il fait ça. » Tu sais, des fois, on voit en background les faces des gens. Même Félix, qui est toujours en train de spit some facts, bien sûr, il a demandé à un moment donné « Bro, comment tu parles? » Quand tu sais que quand Félix te out, c'est fini. Fait que j'ai aussi fucké mon algorithme pour vous en allant fouiller ces fameuses vidéos de créateurs de contenu voyage sur TikTok. Spoiler alert, faites des accents là-dedans aussi. Okay? Oh. La question est donc, pourquoi on est autant titillé que Raph imite des accents qui ne sont pas le sien? Pourquoi ça me donne envie de m'enfoncer un stylo bic dans le fin fond du tympan? Et surtout, est-ce que c'est raciste, imiter des accents, plus largement? Et la réponse, c'est...
Ça dépend. Je sais pas, OK? C'était bien dur de trouver une réponse à cette affaire-là. Il y a dans un article paru sur le site web de la BBC, Oliver Double, qui est un expert en comédie, parce que c'est souvent en contexte de comédie qu'on imite des accents. Donc, c'est un expert à l'université de Kent. Il dit que ça dépend surtout du contexte, qu'il y a certains accents qu'on devrait se méfier de tenter d'imiter. Là, il dit, dans le cadre d'un spectacle d'humour, par exemple, le public sera plus sur ses gardes si le groupe que vous tentez d'imiter a historiquement été discriminé. Make sense? Si une personne blanche imite un accent pakistanais, par exemple, il y aura un malaise dans toute la foule. Bon, moi, je mets un petit bémol. Au UK, peut-être, mais ici, j'ai l'impression que Rachid Badouri est devenu millionnaire grâce à du monde qui trouvait ça hilar que son personnage de père le traite de salopard. Bon, après, Rachid est marocain lui-même, fait que c'est peut-être ça qui lui, tu sais. C'est pour ça que, c'est comme je vous dis, là, c'est pas clair la réponse à cette question-là. Oliver Double dit aussi que, de la même manière, si, mettons, il y a un groupe d'amis qui est réuni pour une soirée, puis que quelqu'un décide de se lâcher loose dans un accent caricatural indien, par exemple, et qu'il y a une personne d'origine indienne parmi le groupe, ça se peut que cette personne-là trouve pas ça tant drôle. Puis en termes de ce qui est acceptablement drôle, on pourrait ne jamais vraiment savoir c'est quoi le niveau de sensibilité de tout le monde. Fait que j'ai pas de réponse, mais j'ai un petit truc, peut-être, qui pourrait fonctionner dans toutes les situations. Peut-être évaluer les dynamiques de pouvoir entre la personne qui performe l'accent et la personne qui est performée, hein, donc qui est imitée, avant de se lâcher loose dans un accent. Peut-être faire preuve d'empathie, j'irais même jusqu'à dire, parce que puncher up, c'est très différent de puncher down, ce que le 3/4 des humoristes font en toute impunité, soit dit en passant. Fait que tu sais, si, mettons, un homme blanc québécois faisait un accent indien ou haïtien, dans le cas de rap, tiens, ça sonne pas super gentil et bien intentionné à cause de, là ça va avoir l'air large, la situation dans le monde actuel. Tu sais, mais non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y a Simon Hall, qui est un humoriste australien, que lui, il a dit au journal Sydney Morning Herald, il a dit, si le monde était complètement équitable, peut-être que tout le monde pourrait faire l'accent de tout le monde, puis ça serait tout le temps drôle. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos, le journaliste de RAD, Nicolas Pham, il est super populaire sur les réseaux sociaux, son père est vietnamien, il imite souvent son père dans ses vidéos ou sur scène quand il fait du stand-up, puis je me demande souvent si ça se fait ou pas. Parce qu'évidemment que Nicolas voudrait pas puncher down sur sa propre communauté, hein, il n'y a pas l'intention de faire ça. Mais tu sais, on en parle quand même de plus en plus, là, on déconstruit le fait que si tu nuis à une communauté, l'intention, on s'en calisse. Fait que, mais encore une fois, Nicolas Pham est lui-même vietnamien. Fait que tu sais, c'est où la limite? Et je parlais de l'humoriste Rachid Badouri aussi, qui s'est fait une carrière sur le dos du personnage de son père au fort accent marocain. Personnellement, dans ce cas-là, peut-être parce qu'il est plus proche de moi, ben moi puis plusieurs membres de la communauté maghrébine, on n'a jamais vraiment été down avec ça parce qu'on a l'impression qu'il faisait ça pour faire rire les Blancs. En réduisant notre communauté à cet accent-là vraiment exagéré. Mais tu sais, son père, il a vraiment cet accent-là, tu sais, après. Puis il faut faire attention aussi parce qu'il y a aussi une différence entre accent et slang. Tu sais, il y a de plus en plus de mixité, de diversité culturelle, mettons, si on parle de Montréal, ben, dans d'autres régions aussi, mais mettons, dans certains quartiers à Montréal. Fait que, tu sais, est-ce que Raph a grandi entouré d'amis d'origines diverses qui parlaient avec un certain slang, puis ça aurait teinté la manière dont il parle? Peut-être. Bon, il a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais pas, démographiquement, ça ressemble à quoi, Saint-Jean-sur-Richelieu? Mais tu sais, puis moi, dans ma famille, mettons, j'ai plein de cousins, cousines qui ont évolué dans des milieux multiculturels, pas du tout comme mon Laval à moi, blanc des années 90-2000. Puis que quand on parle l'un à côté de l'autre, on a eu la même vie, la même famille, mais on n'a pas le même accent. Eux autres, ils vont insérer des mots en créole, en arabe, dans leur vocabulaire en français de tous les jours, tout simplement parce que c'est comme ça que tout le monde parlait autour d'eux. Fait que j'ai pas de réponse, la gang, mais c'est une réflexion ongoing là, que je vous partage aujourd'hui. Puis tout le monde va peut-être pas être d'accord. Il y a peut-être des personnes racisées qui nous écoutent qui n'auront pas le même avis que moi parce que, spoiler alert, nous ne sommes pas un bloc monolithique. Je sais, shocking. Mais je pense que ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que certaines personnes pas blanches ont tout simplement pas le luxe, eux autres, de faire semblant de faire des accents, puis que le monde se porte généralement mieux quand on est juste plus conscient de nos privilèges. Fait que quand ces personnes-là immigrent dans des endroits où la langue parlée n'est pas la même que leur langue maternelle, puis qu'elles doivent apprendre cette nouvelle langue-là, ben elles vont avoir un accent, qu'elles le veuillent ou non, ou que vous le vouliez ou non, puis ça va être un élément qu'on va parfois utiliser, malheureusement, pour les discriminer.
Fait que j'ai trouvé Dalamale Fofana, qui est un chargé de cours en linguistique, sciences du langage et communication à l'université Bishops. Lui, il dit que le processus d'apprentissage de la langue compte 2 grandes phases. Là, après toutes mes sources de boîtes là, de mindful.com, là, j'en ai une vraie. Là. Fait que là, ça va sonner universitaire. Là, je vais essayer de rendre ça clair. Alors, il dit que donc, le processus d'apprentissage de la langue compte 2 grandes phases. L'apprentissage et l'acquisition. Fait qu'autrement dit, quand je suis en train d'apprendre, c'est une chose, l'apprentissage. Et quand j'ai fini d'apprendre, c'est autre chose, c'est l'acquisition. Puis la partie du cerveau qui s'occupe du processus d'apprentissage, c'est surtout dans l'hémisphère droit. Puis la gestion de ce qui est déjà appris et acquis, c'est l'hémisphère gauche. On me suit, tout le monde? OK, il va y avoir un examen à faire. Dans l'hémisphère droit, c'est localisé là, tout ce dont la réalisation nécessite une réflexion active, comme, mettons, les idées, les intonations. Puis dans l'hémisphère gauche, ben, c'est tout ce qui est produit automatiquement, comme, mettons, des mots, de la syntaxe, le rythme, l'intonation, la courbe mélodique, communément connue sous le nom de l'accent. Fait que le contenu relève de l'hémisphère droit, mais la forme de l'hémisphère gauche. Puis c'est pour ça que c'est pas évident pour quelqu'un qui apprend une langue seconde ou étrangère de réussir à parler sans accent ou disons, mettons, si c'est un nouvel arrivant au Québec, d'imiter l'accent québécois pour ultimement, parce que c'est toujours ça le but, c'est se fondre dans la masse, c'est passer inaperçu. Fait que je sais pas pourquoi tu ris, je ris parce que moi j'ai appris à parler l'anglais au Canada anglais, comme en Ontario profond, mais j'ai appris l'anglais à Montréal, mais mettons ma phase d'acquisition, j'habitais dans la campagne ontarienne. Puis quand je parle encore maintenant en anglais, mon Canada, tu sais, le cliché de Canada A, là, moi, ça revient vraiment vite. Mon chum, mes amis trouvent ça hilarant. Comme moi, ça revient bang. Je suis tout le temps en train d'utiliser des vieilles expressions, mais c'est parce que... C'est là que tu l'as appris. C'est là que je l'ai appris. Puis même à Montréal, maintenant, je suis capable d'entendre les accents. Je sais que cette personne-là, mettons, c'est une anglophone de Montréal ou comme ça, c'est un anglophone canadien. Il vient pas... En tout cas, il est probablement ontarien parce que c'est pas le même slang puis la même affaire, mais encore, tu sais, je parle en anglais puis comme mon « et » arrive vite en fin des phrases. Moi, j'ai une amie originaire de Québec, là. Puis on a étudié ensemble à l'université. Elle a appris l'anglais dans un échange en Australie. Quand il parle comme aujourd'hui, elle a un accent australien. Ça, c'est complètement fucké. Les circuits ne se font pas dans ma tête quand je la vois parler en Australie. Toi qui es en Irlande, là, j'ai comme le goût. Je voulais pas te mettre dans le spot et être creepy parce que j'ai suivi ta vie en Irlande sur Instagram, mais comme... Ben, moi, je peux vous confirmer, d'après moi, ça s'applique un petit peu, là, moi aussi. Je pense que j'ai vraiment... J'ai comme vraiment pogné des tournures de phrases que comme personne dit ici quand je... Puis là, c'est même rendu que quand je dis l'heure en anglais à quelqu'un, je vais la dire comme les Irlandais... les Irlandais vont dire... au lieu de dire genre 7h30, ils vont dire 7:30. Oh! Puis là, chaque fois que je dis l'heure, je le dis comme ça, puis les gens sont comme... Écoute, tu parles à l'envers. Mais c'est ça, c'est full intéressant. Pour vrai, si j'avais pu faire une chronique de 30 minutes, j'aurais parlé aussi de... les différents, tu sais, mettons, de ça, tout dépendant où est-ce qu'on apprend une langue. Aussi, mettons, pour les personnes neurospicy, il y a vraiment un aspect de mimétisme qu'on fait. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Si vous me lâchez l'os au Saguenay pendant 3 jours, j'en reviens avec un accent. Moi, quand je passe du temps avec... Moi, j'ai une amie qui a passé beaucoup de temps en France, mais elle vient d'Hochelaga. Fait qu'elle a un accent Paris-Hochelaga. Oh, wow, c'est magnifique. Des fois, on passe du temps avec elle, puis après ça, j'étais revenue chez nous. Après, ma mère était comme, Chris, pourquoi tu parles comme une Française? Je parle pas comme une Française, je parle comme Camille! Moi aussi, mais ça, c'est toute une autre, tu sais, fait qu'on aurait pu faire une très longue chronique, mais donc, pour revenir à mon affaire d'hémisphère droit et d'hémisphère gauche, c'est pour ça que c'est pas facile, parce que ça se passe pas dans la même place du cerveau. Puis quand on est encore en train d'apprendre une langue, on doit gérer à la fois le contenu de ce qu'on dit, fait que les idées, le fond, mais la manière dont on le dit aussi, donc la forme. Puis la personne qui parle sa langue maternelle, elle a juste à s'occuper des stratégies pour exprimer le contenu de son message, parce que tout le reste, c'est un automatisme. L'outil linguistique, la forme, l'accent, ça fait partie d'elle. Elle n'a pas besoin de s'en occuper. Mais une personne qui n'a pas encore acquis une langue à 100%, elle doit se concentrer sur le fond et sur la forme. Fait que si elle veut feindre l'accent, mettons toujours selon M. Malé Fofana, ben, elle va avoir une grosse charge cognitive excessive à accomplir, ce qui requiert davantage d'énergie. Puis, comme le disait l'humoriste australien de Danto, là, ben, la vie est pas juste. Fait qu'on vit pas dans une société où tout le monde est égal, malheureusement. Fait que les accents souffrent parfois de représentation biaisée aussi.
Le monsieur prof à l'université de Bishop, là, il souligne que... Je ne vais pas rappeler leur nom à chaque fois. Monsieur Bishop souligne que les langues françaises et italiennes, par exemple, sont présentées comme romantiques, notamment en raison du courant littéraire romantisme là, développé par des auteurs comme Victor Hugo. Mais les langues russes, allemandes ou arabes sont perçues comme menaçantes dans l'imaginaire populaire pour des raisons sociopolitiques, historiques ou culturelles, développées notamment avec le cinéma. Donc, l'accentisme, qui est la discrimination fondée sur l'accent, procède avec le même principe que le racisme. Hein? Puis les accents africains, selon les études de monsieur de l'université de Bishop, les accents africains, par exemple, ce que Raph fait, entre autres, en sont particulièrement victimes. Fait que la gang, à go, on agit avec plus d'empathie, de conscience de nos privilèges en général, puis ça devrait bien aller. Go! Ah, c'est vraiment bon. Voilà. C'est vraiment vrai. Moi, ça me sidère encore que j'ai appris à parler l'anglais. Comme des fois, j'ai des conversations, là, des fois au travail ou dans la vie, tu sais, puis là, arrive un point où, comme je sors de mon corps, puis je suis comme, aïe, j'y pense même plus. Tu sais, il est arrivé un moment où, au début, je me rappelle que c'était, là, ce que tu décris, là. C'était difficile, j'avais de la misère à... J'essayais de faire de traduire dans ma tête des idées littérales en français, puis là, mettons, fermer la lumière en anglais, c'est pas la même chose, puis là, c'était... Mais il est arrivé un point où, tu sais, j'y pense plus, là. Je fais de l'intervention en anglais, là. C'est fou, hein? Puis j'ai des collègues qui sont comme, moi, je me débrouille en voyage, mais je pourrais pas, là, accompagner une personne dans sa douleur en anglais, mais comme moi, je suis rendue au point dans mon bilinguisme que ma switch, elle a switché, mais... Je tenterais même une autre analogie qui trahit encore une fois mon passé. Jouer au hockey sur glace, là. Patiner, là, c'est quelque chose en soi. Ouais, je sais pas, moi, je Fait que patine quand pas. t'apprends à jouer au hockey puis que t'as pas déjà les bases du patinage, là, tu penses à pas tomber en pleine face, à pas t'enfarger dans tes lacets de patin, à attraper la passe, à passer à ton coéquipier, à avancer sans mourir de fatigue. Mais, tu sais, mettons, moi, les gens avec qui j'ai joué qui patinaient depuis qu'ils ont 3 ans et demi, là, les autres, ils pensent pas à ça. Les autres sont comme, passe à la palette, tiens, et le but. Moi, j'étais genre, si je réussis à me rendre à l'autre bout de la patinoire, c'est bien. Avec un petit cône. Avec un petit cône, oui. Le petit... oui, mes premiers 3 mois de patin. J'ai joué au hockey une saison. OK? C'était un échec total, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'avais 17 ans. La moyenne d'âge de début de hockey, c'est genre 4 ans. Là. Oui. Puis moi, j'avais 17 ans, puis je savais pas patiner. Puis j'ai appris. Mais c'est ça, les premiers 3 mois, là, je savais pas freiner. Fait que je freinais en fonçant dans les joueuses adverses. Je n'étais pas la préférée des joueuses adverses. Mais bon, la victoire de Montréal, c'était loin pour... C'était pas une possibilité. C'était pas un rêve possible. Merci, cher. Merci à toi. OK, mais là, moi, on a vraiment hâte de t'entendre, Margot. Oui. Ben, je voudrais juste rajouter, je trouve ça comme tellement audacieux que Raph, c'est un influenceur de voyage, comme. Mais, pour vrai, c'est large, là, comme terme. Son Instagram, je sais pas s'il l'a liquidé. Mais je l'ai pas encore, là, avant ça me démange, j'ai tellement hâte d'aller voir mais il y a parce que j'ai rien pas sur son regardé. Instagram. Ah non, mais c'est pas Il y beau, a là, rien ce sur qu'il y a, son là. Instagram. Mais sur son TikTok, il y a des vidéos, mais pour vrai, il a fait genre 3 pays. Fait que comme influenceur voyage, c'est large. Mais moi, j'ai vu une horrible vidéo où il fait juste montrer genre des armoires tour vides dans de- un Airbnb. Oui, Là, à comme... Arriba. J'ai des Ouais, réunions ouais, aujourd'hui. c'est ça, c'est vraiment insignifiant. Là. Comme, je veux dire, c'est généreux de l'appeler un influenceur Ben, tu sais, je pense de qu'il voyage. faisait pas d'autres choses, tu sais, il y avait pas d'autres métiers. Fait qu'ils lui ont dit, non, mais faut que tu sais, faut qu'on écrive de quoi dans ton profil. Fait qu'ils ont mis ça. Voilà. Je comprends. Mais t'as raison, c'est une... Merci. Ben moi, je vais m'éloigner un peu de Raph. Ben oui, Oui, ça en ça fait se bien correct, quand ça, même. Je vais m'éloigner de Raph un petit peu. J'avais envie de parler de la relation de Phélène et Solix. Mais surtout de l'écart d'âge qui les sépare. Félix a 29 ans, puis Solène, elle a tout juste 22 ans. Puis, comme mon but, c'est vraiment pas de démoniser leur lien à eux puis leur relation à eux, là, c'est vraiment plus comme de les prendre comme... puis de les analyser comme une fenêtre sur comme des dynamiques qui se passent dans nos sphères de dating. Puis, j'aimerais ça commencer en disant que je trouve ça full compréhensible, puis je comprends ça, moi, personnellement. Pourquoi des jeunes femmes, pourquoi on pourrait être attiré vers des hommes plus vieux? Quand tu as comme 22 ans, quand tu as l'âge de Solène, avoir comme l'opportunité d'être en relation avec quelqu'un qui est comme plus mature, plus compréhensif, plus diligent, qui a un drap contour sur son lit. Une base de lit. Et qui sait c'est quoi la différence entre une vulve et un vagin, tu sais. Ça peut être attirant, puis... tu sais, même moi, de mes 15 à 25 ans, j'en ai fréquenté plusieurs hommes qui étaient comme plus vieux que moi, puis des fois pas mal plus vieux que moi.
Puis, avec du recul, ben, je me pose pas mal de questions. Pas sur ce qui m'a motivé moi, mais comme plus, qu'est-ce qui a donné l'impression à ces hommes-là, tu sais, qui étaient comme dans la trentaine, que ça faisait du sens de dater quelqu'un comme moi, qui avait comme, genre, 20 ans, 19 à 23 ans, mettons. Tu sais, quelqu'un dont le cortex préfrontal était même pas complètement développé, tu sais, parce que, rappel, là, pour ceux qui comprennent pas de quoi je suis en train de parler, là, c'est que le cortex préfrontal, qui est comme une partie du cerveau qui régule ta capacité à résister à des impulsions qui pourraient être potentiellement dangereuses, puis qui t'aide à prendre des décisions comme pas pire saines au quotidien, ben ça peut se développer de 18 à 25 ans, tu sais. Puis il y a certaines personnes que c'est encore en développement jusqu'à 25 ans. Fait que c'est ça, là, j'ai comme googlé des affaires pour trouver c'est quoi peut-être les motivations de ces hommes-là, tu sais, puis surtout les hommes comme Léo DiCaprio, mettons, que c'est comme un pattern, tu sais, qui recommence encore et encore, puis c'est pas... c'est ça, c'est une tendance, puis bon, là, j'ai vraiment trouvé des choses désolantes, là. Comme plein d'affaires, là, de théories essentialistes, les hommes sont attirés vers les femmes qui ont la fertilité à leur maximum. Tout ça, je me lancerai même pas là-dedans, là, parce que je trouvais ça comme juste déprimant. Mais il y a aussi comme full d'articles de type genre 10 indices que ta date est un peu trop jeune pour toi. Puis je suis comme même voir que les hommes ont besoin on les prenne par la main puis on leur dise comme ben, tu sais, si elle est au secondaire, elle est peut-être jeune un peu, tu sais. En même temps. Ça me boy. Puis, c'est ça. Là, oui, c'est ça. Je suis même tombée sur un site, OK? Puis j'ai pas cliqué dessus parce que je t'avais peur pour ton algorithme. C'est ça, tout à fait. Puis ça s'appelait Acceptable Age Gap Calculator. Donc, traduction libre, calculateur d'écart d'âge acceptable. Puis, je suis aussi tombée sur une règle, ça s'appelle la règle de 7 ans. Ah oui. C'est même pas comme 7 ans de plus, c'est le maximum, là. La règle de 7 ans, c'est la partenaire féminine idéale pour toi quand tu es un homme hétérosexuel, il faut qu'elle soit la moitié de ton âge plus 7 ans. Ce qui fait, en fait, ce qui est drôle, parce que 29 ans... Si on dit que Félix a 30 ans, là, pour faire des maths rapides, ben ça tombe exactement à 22 ans. Fait que... Là, c'est ça. Pour les hommes qui se cherchent des trucs là, pour comprendre si ta partenaire est trop jeune pour toi, si ta date, elle pense que la Caroline du Nord, c'est full proche du Mexique. Mais c'est peut-être un indice qui est peut-être un peu jeune encore pour toi, tu sais. Puis là, là, je suis tombée sur des théories qui faisaient plus de sens, qui tenaient plus la route, qui sont plus féministes. Puis là, j'en ai comme trouvé 2 que je trouvais qui se complétaient bien. Fait que là, je vais vous en parler. Fait qu'il y en a une, c'est une juriste et avocate féministe américaine prénommée Catherine McKinnon qui en a parlé pour la première fois en 89. Puis elle a appelé ça l'érotisation de la subordination féminine. Puis ça, dans le fond, comme juste le titre, ça donne un peu une idée de quoi elle parle dans son essai. C'est que dans l'imaginaire occidental, ben, on érotise les jeunes femmes, puis la sexualité féminine est souvent construite autour de comme la passivité, puis la soumission, puis la disponibilité, puis la capacité des jeunes filles à être disponibles au désir des hommes qui vont essayer de séduire, tu sais. Puis, ben, quand il y a un espèce d'écart d'âge, puis un déséquilibre ça crée comme un déséquilibre de pouvoir dans la relation hétérosexuelle, ben c'est comme, ça a été comme traité comme quelque chose de désirable par les films, la culture populaire, puis ben ça accentue cette espèce de dynamique de dominant-dominé-là, mais ça a été comme perçu comme érotique, tu sais. Puis je trouve ça triste parce que ça, c'est en 1989, tu sais. Ouais, ça n'a pas full évolué. Puis là, c'est ça, je lisais ça, puis j'étais comme, mais tu fais juste ouvrir un site porno, dans le fond, puis... Ah, mon Dieu. C'est ça encore, puis même un site porno, tu sais, qui va se dire éthique puis féministe, ça va être ça encore, tu sais, tu sais, c'est un peu ça la base, là, de, tu sais, le professeur, l'élève, puis tout ça, les corps d'âge, puis tu sais, moi, je m'en dirais pas, là, j'ai fantasmé sur probablement tous les profs que j'ai eus, surtout comme à l'université, puis tout ça, puis c'est comme quelque chose qui est difficile à se défaire. Puis c'est ça. Puis après ça, je suis tombée sur le podcast d'une autrice féministe australienne qui s'appelle Clementine Ford, puis elle a un podcast qui s'appelle
Dear Clementine, puis c'est un petit peu, c'est un peu, dans le fond, elle reçoit des questions sur son blog, puis elle répond aux questions des gens sur son podcast, puis il y a une femme qui disait comment je fais pour accepter que mon enfant qui a 21 ans, son partenaire qui a l'air d'être sa personne, elle l'a rencontré quand elle avait 18 ans, puis lui 30 ans. Tu sais, comment je fais pour dealer avec ça? Puis, tu sais, Clementine, tu sais, ce qu'elle disait dans le fond, c'est que il faut que tu sois là pour ton enfant, mais en même temps, c'est vraiment normal que ça te fasse capoter parce que, tu sais, plus les femmes sont jeunes, plus en quelque sorte elles sont comme malléables, puis plus c'est facile de leur imposer une espèce de moule à l'image de tes propres préférences dans une relation, puis plus c'est facile aussi de leur faire renoncer à leurs propres croyances, puis comme à leur propre agentivité, puis à leurs propres idéaux, puis à leurs propres rêves. Puis c'est souvent, inconsciemment ou non, ce qui va attirer les hommes plus vieux qui vont aller revoir, tu sais, qui vont comme tout le temps tomber dans ce pattern-là de vouloir fréquenter des femmes plus jeunes, tu sais. Puis ça, en les maintenant comme ça dans une position de vulnérabilité, ben c'est comme... C'est ça, c'est comme... c'est comme une manière de contrôler ta partenaire. Ben oui. Ben, c'est comme, 100%. veux-tu vraiment une fille jeune parce qu'elle est pimpante, puis parce que, mettons, ça. ses totons sont plus tight, ou tu veux une fille plus jeune parce qu'elle va accepter plus ta bullshit qu'une Ah, femme mais de au-delà de 30 ans? ça, moi, je fais l'inverse, puis je peux pas m'imaginer à 34 ans d'être un gars de 22 ans. Je peux pas m'imaginer la personne que j'étais, mettons, à 29, d'être un gars de 22. Puis à l'époque, j'allais à l'université avec des petits gars dans mes... Puis là, je dis des petits gars, il y avait, mettons, 22, 23 ans, tu sais, mais comme... Fait que des fois, je me faisais cruiser dans des bars de l'UQAM, tu sais, par des petits gars de 23 ans, mais comme... Puis j'étais dégoûtée, là, tu sais, comme... C'est... Tu sais, c'est rien contre vous, là, vous êtes peut-être bien cute, t'es comme... Mais tu vois, moi, wesh. récemment, j'ai une amie qui m'a amené une autre variable de... Tu sais, mettons, moi, mon ex était un peu plus vieux, mais... Tu sais, Ouais. ça paraissait pas tant. Mettons, on avait le même âge. Fait que là, moi, je suis comme, mettons, là, je suis à la recherche de quelqu'un. Est-ce que je regarde plus vieux, plus jeune? Est-ce que je regarde pas les âges, ça? Puis là, mon amie, qui est un peu plus vieille que moi, elle me dit, puis qui date un gars plus jeune qu'elle, elle me dit, maintenant, toi, là, avec genre ton niveau de féminisme, puis de wokeness, puis de tout ça, je pense qu'il te faudrait un gars plus jeune qui baigne dans ces sujets-là, puis qui accepte, tu sais, qui a été socialisé plus là-dedans qu'un gars de 40 ans que peut-être... pour lui, c'est comme, oh non, on peut plus rien dire. Puis c'est quoi cette nouvelle affaire-là de néo-féminisme? Mathieu Bocoté, on te salue, je te cite officiel. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, mais... Mais tu vois, ça, pour moi, ça fait vraiment plus de sens. Parce que, aussi, tu sais, comme... Toi, t'as pas été socialisé en te faisant dire que, comme... Tu pouvais contrôler ta partenaire, puis c'est correct, tu sais. Puis, je pense aussi, tu sais, aussi on parle d'écart d'âge, je pense qu'il y a vraiment une différence entre, mettons, Solène, 22 ans, Félix, 29 ans, puis comme quelqu'un qui serait dans une relation, tu sais, de 30-37 ou 40-47, tu sais, comme il y a vraiment une différence. C'est juste qu'à 22 ans, t'es comme tellement encore en train de... Un bébé, là. De découvrir, t'essaies des trucs, tu te plantes, tu fais des accidents, tu recommences, tu sais, comme... Puis, je pense que... Tu sais, si on revient comme à la relation Félix-Solène, je pense que ça se voit un peu quand même, cette espèce de dynamique-là. Tu sais, dans les délibérations cette semaine, on voit que c'est vraiment Félix qui va mener dans ses idéaux. Puis là, comme Solène, elle va un peu suivre, tu sais, puis elle va comme un peu se faire imposer les idées de Félix, tu sais. Puis ça veut pas dire que dans la day-to-day life, ça serait ça leur dynamique, tu sais, c'est juste son AOD aussi. Il y a même quelqu'un qui l'a dit, mais il semble qu'il a dit ah ouais, toi, si t'avais été tout seul, sans Félix, ça fait longtemps que t'aurais flanché, tu sais. Puis elle était là, ah oui, tellement, j'aurais flanché sans Félix. Si tu lâches, comme... c'est la neurospicinette. Tu sais, comme si tu lâches juste parce que Félix est vraiment plus tranché, puis elle est plus dans l'émotion, puis plus dans hey, moi, je veux pas de chicane, fait que j'aurais flanché. Mais je pense que ça peut être les deux. Ça peut être les deux, tout à fait. Puis, tu sais, aussi, on se rappelle que Félix, il a quand même eu le choix à un certain moment entre Solène puis Katef, qui était comme... Tu sais, Katef, c'est la femme assumée qui savait ce qu'elle voulait. Elle est arrivée avec Occupation Double en disant à tout le monde qu'elle voulait pas... tu sais, qui était vraiment comme... Qui représentait une espèce d'archétype un peu différent de Solène, qui Solène était vraiment plus comme dans les insécurités, puis la vulnérabilité, puis tout ça. Puis je pense que c'est pas un hasard que Félix ait choisi Solène, tu sais.
Puis même, je pense que c'est dans l'épisode d'hier, quand ils font la fameuse Via Ferrata, à un moment, Félix, il demande à l'instructeur, il dit, est-ce que... C'est quoi qu'il dit? Il dit, est-ce que c'est la fille ou l'homme en premier? Ouais, c'est vrai, il a dit fille-homme. Puis là, tu sais, je pense que c'est pas Comme anodin non inconscient, plus. mais c'est pas anodin. Puis c'est ça, je dis vraiment pas que c'est conscient non plus, tu sais, chez Félix, ça, ou chez quelconque autre monsieur, là, qui aime les petites jeunes, là. Mais c'est ça, je pense que quand t'es socialisé comme un homme, c'est comme quelque chose que on dirait que tu te questionnes vraiment moins là-dessus. Puis là, je sais qu'il y a comme des rumeurs sur genre Maud qui a un chum, puis tout ça, puis nanana. Mais Maud, genre 1 an de moins, Mamadou avait 1 an de moins, puis elle se posait déjà des questions, alors que c'est comme quelque chose qui est même pas traversé une seule fois, tu sais, l'esprit de Félix. Fait que c'est ça. Ah, c'est super intéressant, c'est vrai. Mais puis aussi, des fois, je me demande si... Puis encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une grosse affaire de dynamique de pouvoir là, à ne pas négliger entre hommes plus vieux et femmes plus jeunes. Mais, mettons, Solène, je trouve quand même qu'elle a, pour quelqu'un qui n'a pas vécu grand-chose juste parce qu'elle a 22 ans, une maturité qui vient avec, je pense, cette génération-là de gens plus woke, là. Tu sais, comme elle a dit à Catherine, il n'y a jamais personne qui est obligé de dormir dans la même chambre. Tu sais, comme, moi, je disais pas ça à 22 ans, là, comme, parce que c'était pas ça, les discussions détabouisées qu'on avait, fait que, non, c'était intéressant, je vais y réfléchir. Mais c'est qu'aussi, arrive un point où je pense que les hommes plus âgés, il faut qu'ils ferment la porte à comme des femmes plus jeunes. Oui, c'est eux autres aussi, à un moment donné, Oui, c'est ça. Il faut qu'à un moment donné, puis que ce soit clair. Je sais pas pourquoi. Mon algorithme Facebook est vraiment bizarre, là, des fois. Là. Fait que souvent, j'ai des posts. Parce que je suis peut-être la seule. Avez-vous des posts de Tumblr qui pop des fois? Je suis pas ces pages-là, mais c'est comme juste des espèces de mimes avec juste des mots. Des histoires. En tout cas, mon algorithme Facebook est horrible. Là. Puis, mais celui-là était intéressant. C'était quelqu'un qui écrivait que quand elle était ado, elle venait comme des États-Unis, là, puis il parlait de Buffy en classe. Puis là, le professeur disait comme qu'il adorait cette émission-là autant que les ados, un prof un peu plus vieux qu'eux. Puis il y a un jeune ado qui disait « Ah, monsieur, c'est sûrement juste parce que vous la trouvez chaude, Buffy. Puis le professeur, comme elle écrivait, le professeur s'était fait un point de dire « Non. » Deuxièmement, wesh, vous êtes c'est une adulte qui joue une adolescente, mais comme moi, en étant un homme, mettons, de 40 ans, vous êtes dégueulasse pour moi. Comme je ne suis pas attirée par vous, vous avez 17, mettons, 16, 17, 18 ans, wesh! Non, la gang, c'est pas pour ça que j'aime Buffy, voici pourquoi j'aime Buffy, tu sais. Puis je pense que c'est important qu'à un moment donné, que les gens ferment carrément les portes à ça. Oui, comme, mais moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Là, c'est comme... Puis c'est pour ça que je commençais ma chronique en disant je comprends vraiment ce que les jeunes femmes, puis ce qu'on peut trouver, puis voir chez quelqu'un qui est plus vieux. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment évident pour moi qu'est-ce qu'il peut avoir d'attirant chez un homme plus vieux. Mais, tu sais... Mais aussi, en même temps, la maturité émotionnelle d'un pied de céleri, tu peux l'avoir à 20, tu peux l'avoir à 45 Tout à aussi. fait. Hein, mais la personne dans ce post Facebook étrange-là, elle disait, moi, elle s'en rappelait, même en étant maintenant rendue vieille, parce que c'était la première fois qu'un prof, tu sais, qu'une personne, mettons, adulte, était pas en train de dire de pas sexualiser une adolescente, alors que tout ce qu'elle recevait comme message, c'était « Couvrez-vous pour ne pas que les messieurs aient des érections devant vous en classe, alors que les messieurs devraient pas avoir d'érection devant des jeunes d'ados en classe. Point barre. Ça devrait pas exister. Fait que plus de profs comme ça. Oui, c'est ça. Plus de réflexion sur les différences d'âge aussi, mettons. C'est ça aussi, j'ai l'impression, avec les applications de rencontres puis tout, là. Tu peux mettre comme un range d'âge. Si tu vois comme tes chums de gars qui ont 30 ans puis qui ont leur range d'âge, c'est 18 ou 30. Parle à tes chums. Ben là, ça va pas. Là. Non, ça va vraiment pas. Il fait une intervention. Tout à fait. Ben, merci, Margot. Merci beaucoup. Je pense qu'on est rendu à la prédiction finale de la saison. Parce qu'habituellement, on fait des prédictions à chaque semaine. Mais là, la semaine prochaine, la gang, c'est déjà la finale. Oui. Fait que, qui pensez-vous va gagner au dé? Ben là, si c'est pas Félène, là. Ça va être Solix. Et Félène. Moi, j'ai voté pour eux déjà. C'est fait. Je suis allée voter pour eux. Je me suis commis. Le vote est ouvert. Je suis allée voter pour eux. L'année passée, j'ai pas voté par dépit. J'étais fâchée. Mais là, cette année, je me suis commis. Je suis allée voter. Moi, je suis tombée sur... je fouillais là, pour ma chronique. Puis là, je suis tombée sur un truc de genre Monde de Stars d'il y a 2 semaines. Fait qu'on était... Plus que ça. On était encore à fin octobre, avant l'Halloween. Puis il y avait comme un petit sondage de qui voulez-vous qui gagne. Puis c'était Christina Alexa. Qui, de loin. Fait que là, moi, j'espère que dans les 2-3 semaines, les gens ont débuzzé.
Mais tu sais, je veux dire, je les aille pas, là, mais c'est ça, je veux pas leur donner. Je veux récompenser Félix et Solène. C'est ça que je veux. Est-ce qu'on pense que leur couple va durer post-OD? Non. Non? Non. Du tout. Non, Sans moi, je équivoque. penserais vraiment pas. Est-ce qu'on pense qu'un de ces couples-là va durer? Moi, j'aurais parié sur Alex et Alex. Alex, ouais. Moi, je pense là, que c'est un bon match. Moi, je pense qu'Alex est très... Elle a confiance en elle, puis elle est très du tac au tac, puis qu'elle va se tanner qu'Alex soit pas de même. Comment mon chum, il m'a dit hier, il a l'air cool, Alex, mais il est très pédagogique. Comme dans comment il explique toutes les choses. J'étais comme, mais c'est un ergothérapeute, là, peut-être que son jupon dépasse. La personne mais... que je connais qui l'a daté, tu sais, mettons, la personne, elle écoute pas les ficelles, clairement, parce qu'elle m'a dit que son préféré, c'était Fred. J'étais genre, si t'avais écrit, écoutez ma chronique sur les joueurs d'hockey, tu saurais qu'il faut pas triper sur Fred. Mais donc, elle était comme, oui, mais Alex, tu sais. J'étais comme, non, mais Alex, c'est quand même un avec le moins de red flag, là, dans les dernières semaines. Elle était comme, mais c'est vrai que c'était un bon gars. Mais il était tellement plate. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça que mon copain veut dire, là, mais dans le sens qu'il est très... Il explique les choses d'une manière très... Ouais. C'est ça. Pédagogique. Mais gars, peut-être que ça va toffer. Pour vrai, là, s'il y avait une fois dans l'année que vous devriez écouter les vendredis au dé, ça serait peut-être cette semaine. Il va y avoir du croustillant. Anna et Mick, moi, je crois pas du tout non plus. Je pense Non, que mais ça allait éclater. Ça allait éclater. Je veux entendre Anna dire non, j'ai dormi dans une chambre séparée tout le long, puis on s'est pas parlé depuis 6 semaines. Je veux l'entendre le dire. Kat et Raph, il y a aucune chance pour moi que ça puisse durer. Ça bat de l'aile déjà, là. Ouais. Ben oui. Mais peut-être qu'Alexa... En fait, je pense que la raison qui va faire en sorte qu'Alexa puis Christina, ça durera pas, c'est quand ils vont écouter les épisodes de fond en comble. Parce qu'il va se rendre compte à quel point c'est une chipie. Oui, ben je pense que lui il est très traditionnel dans comme il a tellement mal réagi quand elle a dit qu'il était mou, mais elle a dit d'autres affaires de boîte aussi là, fait que comme moi elle a pas mais c'est ce que sa référence de la semaine passée, elle a pas un bon edit. Mais pendant l'épisode de dimanche, je l'ai écrit dans notre thread, j'étais genre mais est-ce qu'un bon edit serait possible pour elle parce que je sais pas. Puis Alexa, ça a l'air qu'elle avait déjà une girl avant de rentrer à OD. Fait que je pense pas que ça soit difficile pour Alexa de se pogner quelqu'un d'autre. Ben, ça a l'air... Moi, là, c'est des spéculations, puis c'est le YouTube de Rémi, machin, là. Mais c'est qu'il y a une fille qui aurait écrit soit à Rémi ou à Brendan McKenna, en tout cas un de ces influenceurs-là, pour dire ben, moi, j'étais avec Alexa pas longtemps avant, puis il m'avait dit qu'on allait aller au Mexique ensemble, puis que j'allais le rejoindre, puis il est disparu. Mais tu sais, c'est ça. Tu te fais prendre à OD en... Mais c'est un Irish goodbye. Là, tu rencontres du monde entre-temps, puis t'as pas le droit de leur dire que tu vas au dé, puis à un moment donné, tu disparais. Mais est-ce qu'elle... mais c'est parce qu'ils ont Maud, elle l'a dit dans les vendredis au dé. Quoi, elle a dit quoi? Ben, elle a parlé de son boy. Elle a parlé de son boy. Elle a dit qu'elle l'avait rencontré un mois avant de rentrer à OD, puis que ça se passait bien et tout, mais elle dit que ça se dessinait déjà comme une situation compliquée parce qu'il joue dans la LNH. Fait que toutes les rumeurs étaient vraies. Là, au palais, quand même. Puis que... mais tu sais, l'affaire qui était pas claire, c'est... Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu rapprochement entre elle et Mamadou dans la Maison des Exclus, mais ils ne l'ont pas confirmé. Fait que j'ai hâte à l'heure de vérité. Mais je sais pas, en tout cas, peut-être qu'on en parlera. On devrait se garder ce sujet-là pour la prolongation Patreon. OK, je zip ma bouche. Avant de passer aux recommandations culturelles, on veut vous rappeler que notre dernier événement de la saison aura lieu le 2 décembre. Ça arrive à grands pas. Mon Dieu, c'est quoi, dans 2 semaines? Ouais, c'est dans 2 semaines. Ça arrive vite. Là, je regarde notre productrice pour être sûre de ce que je m'apprête à dire, mais on le sait maintenant qu'il y aura quelques billets disponibles en vente. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr encore s'il va y avoir des billets disponibles, en dehors des billets qui sont réservés au Patreon. Alors, la meilleure façon de vous assurer une place pour l'enregistrement de l'heure de vérité, c'est toujours en devenant membre Patreon d'ici la prochaine semaine. Mettons qu'il y a... Parce qu'il y avait 150 places à la salle qu'on allait louer, tu sais. Mais mettons qu'il y a juste 50 places. Mais ça se pourrait qu'on ait déjà 50 membres Patreon. Fait que c'est un peu ça notre dilemme. Fait que on vous suggère de vous joindre pour le dernier mois. Ça vous donne une belle chandelle en plus. Oui, en plus. Recommandation culturelle? Ah oui, je parle de ça. Ben, vas-y donc. Moi, j'ai amené ma recommandation culturelle. J'oublie tout le temps quand c'est un livre, mais là, je le trouvais vraiment beau, mon livre. Fait que aux personnes qui regardent vidéo, ben, vous avez le privilège de voir mon livre qui est Le privilège de la beauté. Khawal, Le privilège de la beauté. C'est un grand et gros livre que je mettrais genre sur ma petite table à café. Il est cute. Sur la 4e de couverture, on peut lire « Je suis une slutty queen transfemme, égypto-québécoise, neurodivergente, polyamoureux-amoureuse, pansexuelle. Avant de quitter le Québec pour l'Égypte, j'étais en deuil et je craignais la disparition de la beauté.
Tout a changé quand j'ai visité ce pays que j'étais si pressée de rencontrer depuis la prise de conscience de mes origines. Je ne suis peut-être pas la même personne maintenant, et pourtant, je suis toujours une slutty queen transfemme, égypto-québécoise, neurodivergente, polyamoureux, amoureuse et pansexuelle, effrayée par la disparition de la beauté et en deuil. Ça m'a full attirée, bien évidemment. Je l'ai acheté vraiment juste parce qu'il était beau, là, mais j'en avais entendu... j'en avais entendu parler aussi, puis j'essaie toujours d'acheter des livres écrits par des auteuristes queer et racisés en plus, si possible. Donc, dans Khawal, Le privilège de la beauté, poèmes, lettres, récits, essais, partitions musicales s'entrecroisent. Nour Simon questionne... Moi, j'ai même pas dit l'auteuriste. Nour Simon questionne ces intersections, rend hommage aux familles choisies, partage des recettes égyptiennes millénaires et offre à voir sa complexité comme des tiroirs de breloques, trésors grand ouverts. Je trouvais ça vraiment beau. J'ai commencé, là, je l'ai pas fini parce que c'est vraiment une grosse brique, mais il y a plein d'affaires là-dedans. Je vous le conseille fortement. Wow, c'était un beau livre à mettre sur sa liste de cadeaux de Noël, juste avant Noël. Tout à fait. Il me semble que, Oui. Toi, Margot? Moi, j'ai choisi de vous parler d'un film qui est sorti quand même un petit bout. Là, c'est 2019, fait que c'est pas si longtemps. Ça s'appelle Le Souvenir de Souvenir, puis c'est un film américano-britannique ça a été réalisé puis écrit par une femme qui s'appelle Jonah Hogg. Puis, dans le fond, j'ai choisi ce film-là parce que ça met en scène une relation entre une jeune fille dans la vingtaine puis un homme pas mal plus vieux. Puis, c'est comme représenté avec full de sensibilité puis du point de vue d'une femme, tu sais, puis du point de vue d'une femme qui, je m'avancerais à dire, qui a vécu ça parce que je pense que c'est très autobiographique, ce film-là. Puis, il y a même un chapitre 2 au film qui est sorti, je crois, l'année passée ou l'autre d'avant. Puis les deux films, je les trouve super bons. Puis pour une raison qui m'ignore, on dirait que ça a passé un peu en dessous du radar. On dirait qu'à chaque fois que j'en parle, personne ne... C'est full de quoi je parle, mais c'est vraiment deux beaux films qui m'ont les deux fait pleurer. Ah, nice. Hey, c'est le fun, c'est une recommandation culturelle qui taille into la chronique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Souvent, on a essayé de faire ça, genre saison 1, low quality, difficile, mais ça a pris le bord depuis. Moi, cette semaine, j'aimerais ça vous recommander une pièce de théâtre qui s'appelle Faire la mort, présentée à l'Espace Go à Montréal jusqu'au 8 décembre. C'est une pièce écrite par Christelle Descaries, mise en scène par Marie-Ève Milot, que j'adore tout ce qu'elle touche, cette metteuse en scène-là. Je vous lis le synopsis. Un jour, Michel demande à sa fille si elle souhaite être informée de la mort de son père, absent de sa vie. Christelle réalise qu'elle est obsédée par cette éventualité depuis qu'elle est toute jeune, donc l'éventualité que son père décède. Cette question la propulse dans une profonde quête de sens qui outrepasse le lien filial et lui enseigne comment approcher la mort plutôt que de la fuir. C'est décrit comme une autofiction documentée. Et puis, c'est le fruit d'une question comme étonnante, là, qui est comme comment faire le deuil d'une personne encore vivante. La personne qui a écrit ça, c'est vraiment... Tu le ressens, là, que c'est de l'autofiction, mais comme... La dame qui a écrit ça, c'est vraiment une doula de la mort. C'est une comédienne qui est une accompagnatrice. Dans le fond, comme souvent des doulas, c'est plus avec les naissances, mais maintenant, il existe aussi le concept de Tana Doula, donc une sage-femme de la mort. Fait qu'il y a un personnage qui est comme la sage-femme de la mort qui parle de ça. Ça m'a bouleversée. C'est vraiment très bon. Puis, c'est vraiment pas un secret. J'en ai parlé à l'époque. Moi, j'ai travaillé en soins palliatifs pendant un moment avant de changer d'emploi. Fait que ça m'a pas comme choquée, mettons, ce qu'elle a dit, mais c'est quand même un trigger warning, là, comme si vous êtes pas comme 100% à l'aise avec la mort, mais en même temps, je me dis ça peut peut-être démystifier des affaires. Mais c'est d'une beauté magnifique, la mise en scène. Je t'étais captivée, j'ai vraiment aimé ça. À date, c'est le highlight de ma saison théâtrale so far. Fait que je vous le recommande vraiment, c'est jusqu'au 8 décembre. Puis, amenez-vous des Kleenex. Juste, par précaution, mettons. Ouais, c'est ça. Alors voilà, c'est sur cette note joyeuse qu'on se quitte cette semaine. Merci, Margot! Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? As-tu des choses à plugger? Ben, pour l'instant, c'est pas mal juste mon Instagram personnel qui s'intitule vulgaire.croquette. J'adore. Et en ce moment, c'est beaucoup du contenu félin. Je suis comme en recherche d'emploi, fait que c'est beaucoup du contenu félin, mais sinon, des fois, tu sais, je plug ce que j'écris puis ce que je fais. Très nice. Ben, merci. Merci, Gabrielle, notre ficelle de l'ombre, pour la production.
production, diffusion, création de chandelles aux saveurs et aux noms fantastiques derrière la bébite des ficelles. Merci Marie-Hélène, magicienne du montage. Merci au studio chez Denise pour l'accueil toujours impeccable. Et Mel, technicienne extraordinaire. Merci à Julien Simard pour le jingle. Et merci à vous, chers Ficellou d'être toujours au rendez-vous. Il nous reste juste 2 épisodes! We did it! Ouh! Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site web de Pifo Québec et sur votre plateforme balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine!